Peu après le début du délai de 50 jours fixé par Trump pour l'accord de paix, la Russie menace concernant le soutien américain à l'Ukraine. Le vice-président du Conseil de sécurité de la Russie a déclaré, je cite, « Les déclarations des politiciens occidentaux sur ce sujet sont totalement absurdes. Nous devons agir en conséquence pour répondre pleinement et, si nécessaire, lancer des frappes préventives. » Oui, vous avez bien entendu. L'ancien président russe et actuel chef du Conseil de sécurité russe appelle la Russie à lancer une frappe préventive contre les États-Unis. Vous voyez ? Il a l'habitude de trop boire et il a oublié d'étudier l'histoire. Lancer une frappe préventive contre les États-Unis n'est jamais une bonne idée. Voici ce qu'il a dit lors d'une interview avec TOSS, un magazine contrôlé par l'État russe. La Russie doit frapper la première plutôt que d'attendre des attaques de l'Alliance, car l'Occident possède encore non seulement la richesse qui coule dans ses veines, mais aussi une idée malade et profondément dépassée de sa propre supériorité. Nous devons agir en conséquence et répondre pleinement aux élites occidentales. Une Russie indépendante et forte a toujours été une anomalie historique et une réfutation très convaincante de leur prétendue supériorité civilisationnelle. Ce qui se passe aujourd'hui, une guerre par procuration, mais en réalité une guerre à grande échelle, des paquets de sanctions et des déclarations tonitruantes sur la militarisation de l'Europe, est une nouvelle tentative de détruire l'anomalie historique détestée par l'Occident, notre pays, la Russie. Medvedev a déclaré que Moscou, ayant commencé la guerre dans le but de démilitariser et de dénazifier l'Ukraine, lui avait donné une chance de cesser d'être un pion dans le jeu géopolitique sanglant de quelqu'un d'autre, ajoutant qu'il est également nécessaire de procéder à une déparasitation en Ukraine. Alors pourquoi dit-il cela ? Va-t-il vraiment attaquer les États-Unis ou l'OTAN ? Non, il n'est pas si stupide. Ce n'est rien d'autre que le bon vieux sabre Ratling russe. Ils font ça à chaque fois que l'Occident augmente son soutien à l'Ukraine, et ils recommencent. C'est la même vieille rhétorique qu'ils ont toujours utilisée. Nous allons encore intensifier cette guerre. Mais en réalité, l'armée russe n'a pas la force d'intensifier cette guerre autrement qu'en utilisant des armes nucléaires. Vladimir Poutine n'a pas l'autorisation de Xi Jinping, le principal allié de la Russie, pour utiliser des armes nucléaires. Nous avons récemment discuté de ce sujet avec le général Ben Hodge, lors de notre dernière interview. Voici un extrait. Mais avant tout, comme d'habitude, pensez à liker la vidéo et à vous abonner. Lorsque nous traitons des vidéos russes, les bots russes mettent systématiquement des dislikes sur nos vidéos pour réduire leur portée dans l'algorithme. Vos likes et abonnements nous aident beaucoup. Passons à l'extrait maintenant. À propos de la date limite, avez-vous vu ce reportage il y a 10 jours ? Axios a rapporté que le président Trump et Poutine ont eu un appel. Lors de cet appel, Poutine a dit qu'il allait lancer une nouvelle offensive, intensifier fortement la guerre, pour essayer de gagner plus de terrain. Est-ce qu'ils peuvent vraiment intensifier la guerre, sans parler de tout ce qui est nucléaire ? Je doute fortement que la Russie ait encore des capacités de réserve. Pendant ce temps, ils ont déjà perdu plus d'1 million de personnes. Ouais, je suis d'accord avec toi là-dessus. Je ne vois pas ce qu'ils pourraient faire de plus pour intensifier, tu sais, l'effort de guerre. Ils ne peuvent que continuer à tuer des innocents avec leurs frappes de drones et leurs attaques de missiles sur les villes ukrainiennes. La Grande Flotte de la Mer Noire, qui porte un nom vraiment cool, n'est même pas dans le tableau en ce moment. L'armée de l'air russe n'ose pas pénétrer dans l'espace aérien ukrainien. Ils n'ont toujours pas réussi à interdire l'entrée de matériel et de munitions venant de Pologne vers l'Ukraine, ce qui est un échec incroyable de la part de l'armée de l'air. Je ne vois pas quoi que ce soit, aucune façon dont ils pourraient submerger de manière significative les défenseurs ukrainiens. Je pense qu'on va continuer à avoir cette usure, cette pression, cette poussée constante. Mais pour des gains minuscules, je veux dire, des milliers de personnes sont tuées pour presque rien en termes de gains territoriaux. Maintenant, il sera intéressant de voir l'arrivée de plus de troupes nord-coréennes. Est-ce qu'ils sont en nombre suffisant et seront-ils employés d'une manière qui commencera à faire une différence sur le champ de bataille? Vous savez, on parle toujours de gens qui sont à pied ou qui se déplacent en voiturette de golf, à moto et ce genre de choses. Donc, il n'y a pas une grande formation blindée qui va percer, traverser, aller jusqu'au fleuve Dnipro, puis continuer vers Kiev ou encercler Kherson. Ce genre de choses, je ne vois aucune de ces capacités-là et
Il ne fait aucun doute que les Russes sont devenus très doués pour utiliser différents types de drones. Mes amis ukrainiens expriment leur aversion pour les bombes planantes, qui causent de terribles dégâts. Mais rien de tout cela n'est décisif. C'est terrible si ta maison ou ta ville est touchée. Mais ce n'est pas ce genre de choses qui va déterminer l'issue de la guerre. Et je ne vois tout simplement pas ça. Du moins, pas pour l'année à venir, à moins qu'il ne se passe quelque chose de vraiment significatif à l'extérieur, d'une manière ou d'une autre. Pour voir l'interview complète du podcast, cliquez sur le lien dans la description ou sur la fiche ci-dessus. Ce qui est risible dans cette interview de Medvedev, c'est le fait qu'il appelle à une frappe préventive contre l'OTAN. Mais en plus de cela, dans la même interview, il nie que la Russie ait des plans pour attaquer l'Europe. Il qualifie cela de non-sens, alors que les pays européens utilisent activement cette excuse pour augmenter leurs dépenses militaires. Alors qu'en réalité, la Russie consacre une plus grande part de son produit intérieur brut à ses dépenses militaires que n'importe quel autre pays au monde, à l'exception peut-être de la Corée du Nord. Il dépense près de 9%, et ces dépenses ont été tellement néfastes pour l'économie russe, que même les journaux contrôlés par l'État en Russie commencent à les critiquer, et demandent aux responsables de faire quelque chose pour redresser l'économie et l'inflation. Voici le rapport à ce sujet. Les journaux russes mettent à nouveau l'accent sur l'économie ce matin, avec comme principal sujet à la une de la Nezavisime Gazeta. Pour payer les factures de services publics, certains Russes s'endettent. Depuis le 1er juillet, les tarifs des services publics ont grimpé de 12% en moyenne. Les sociologues et les analystes financiers constatent une inquiétude croissante du public face à la hausse des factures de services publics. Selon un sondage de la Fondation de l'opinion publique, au cours de la première semaine de juillet, le nombre de Russes se plaignant d'une augmentation marquée de leurs factures de services communaux et publics a augmenté d'un tiers. De plus, les prix du pain augmentent, tandis que les prix du blé baissent. La hausse des prix de détail du pain dépasse l'inflation à la consommation. L'inflation annuelle a atteint 9,45% la semaine dernière. Les prix du pain ont augmenté de 15 à 17% en rythme annuel. En ce qui concerne les exportations de blé de la Russie, selon l'Union russe des céréales, au cours de la première moitié de juin, les exportations de blé russe ont chuté de près de 5 fois pour atteindre 565 000 tonnes contre 2,7 millions de tonnes à la même période l'année dernière. L'Union des céréales s'attend à la même tendance en juillet. Avant d'entrer dans le vif du sujet, parlons d'un défi majeur dans la compréhension de l'actualité internationale, la perspective. Un seul article peut ne pas refléter ce qui se passe réellement sur le terrain. Et les journalistes ne sont pas forcément des experts de la région. C'est pourquoi il est essentiel de recouper les informations si l'on veut avoir une vision claire des événements mondiaux. C'est là qu'intervient le sponsor d'aujourd'hui, Ground News. C'est une application et un site web qui rassemble des articles provenant de plus de 50 000 sources, couvrant tout le spectre politique. Pour chaque grande actualité, ils offrent un aperçu complet, incluant l'indice de biais, la propriété et les scores de crédibilité. Prenez cette histoire par exemple. La Russie lance la plus grande attaque aérienne contre l'Ukraine. Un pilote de F-16 tué alors que Zelensky appelle au soutien des États-Unis. Ground News a trouvé plus de 400 articles sur cette histoire, et plus de 80 d'entre eux proviennent de sources hautement factuelles. Rien que cela en fait l'un des rares endroits auxquels je fais confiance pour vérifier rapidement ce qui est rapporté et à quel point c'est fiable. Quand on essaie de comprendre des histoires géopolitiques sensibles, savoir que l'information est réellement crédible fait toute la différence. En tant que personne qui couvre le fait que la Russie n'a aucune intention de vouloir la paix, c'est rassurant de voir des reportages fondés sur des faits montrant que les attaques russes n'ont fait qu'augmenter depuis le début des négociations. Et leur fil d'actualité sur les angles morts est l'une de mes fonctionnalités préférées. Cela vous montre quelles histoires sont ignorées par un côté du spectre politique. Savoir ce dont on ne parle pas est tout aussi important que ce dont on parle. Allez les voir sur ground.news/basics ou scannez le code QR affiché à l'écran. Le lien vous offre 40% de réduction sur leur formule Vantage à accès illimité. Je l'utilise quotidiennement, et je pense que vous l'apprécierez tout autant. L'économie russe est déjà en difficulté, et c'est précisément pour cela que l'avertissement de Trump concernant des sanctions secondaires sur les exportations de pétrole russe est si important. Vous voyez, depuis que Poutine a lancé son invasion insensée, le seul salut pour l'économie russe a été sa flotte fantôme et le pétrole que la Russie exporte vers des pays comme la Chine, l'Inde, le Brésil et bien sûr la Turquie. Et maintenant, l'administration Trump essaie de s'attaquer à cette source de revenus. Vous voyez, les sanctions du deuxième jour ne viseront pas la Russie, mais plutôt tous ces pays qui achètent du pétrole russe.
Et c'est pourquoi chaque pays est vraiment inquiet. Maintenant, beaucoup de gens se demandent pourquoi il y a un délai de 50 jours. Pourquoi ne pas le faire tout de suite? C'est pourquoi, dans ce prochain extrait, nous avons nul autre que le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, qui explique pourquoi il y a un délai de 50 jours concernant les sanctions secondaires. Écoutons-le. Donc maintenant, il y a un délai de 50 jours, essentiellement. Le président a mis cela sur la table aujourd'hui. Et vous pensez que les sanctions contre d'autres pays qui font des affaires avec la Russie vont créer une pression supplémentaire exponentielle? Absolument, c'est significatif. Donc aujourd'hui, si vous êtes à Pékin, à Delhi ou au Brésil et que vous savez que cela va vous concerner, vous pourriez vouloir appeler Vladimir Poutine et lui dire « Hé, mon ami, nous continuons à acheter des choses chez toi, mais tu dois devenir sérieux concernant ces négociations sur le cessez-le-feu ou un accord de paix. Sinon, nous serons touchés par ces sanctions secondaires. » Cela aura un effet direct et significatif sur la Russie. C'est une mesure intelligemment conçue par le président. Vous voyez, supposons simplement que la Chine, l'Inde, le Brésil aiment la Russie. Mais au bout du compte, ils ne placeront jamais l'intérêt russe au-dessus de leur propre intérêt ou de celui de leurs citoyens. Vous voyez, la Chine, l'Inde et même le Brésil exportent beaucoup de choses vers les États-Unis. Et si des sanctions sont imposées aux à ces pays parce qu'ils achètent du pétrole à la Russie, ce n'est tout simplement pas quelque chose qu'ils vont accepter. Vous voyez, ils ne vont pas accepter une punition juste pour pouvoir continuer à soutenir la guerre russe, à laquelle ils ne tiennent pas tant que ça. Ce que je veux vraiment dire par là, c'est que la Chine, l'Inde, le Brésil veulent acheter du pétrole russe parce qu'ils l'obtiennent à prix réduit. Mais ils ne se souciaient pas vraiment que Poutine gagne cette guerre ou même qu'il survive à cette guerre. Ils étaient contents d'obtenir du pétrole à des prix réduits. Mais si cette réduction se fait au détriment du marché américain, où ils exportent tant de leurs produits et où tant d'emplois dans leur pays dépendent de ces exportations, ils vont arrêter d'acheter le pétrole. En effet, nous en observons déjà les signes. Les ministres du pétrole le disent publiquement. Écoutons-les ensemble. En février 2022, lorsque le conflit militaire entre la Russie et l'Ukraine a commencé, nous achetions, si je me souviens bien, 0,2%. Auparavant, la Russie était notre principale source de pétrole brut. Aujourd'hui, vous avez raison. Cela a considérablement augmenté. Mais de même, pendant cette période, l'Inde a diversifié les sources d'approvisionnement et nous sommes passés, je crois, d'environ 27 pays auprès desquels nous achetions à environ 40 pays aujourd'hui. Mais plus que cela, si vous vous demandez s'il faut acheter auprès d'une source ou d'une autre, nous avons été clairs dès le départ. Nous achèterons là où nous devons le faire, car l'engagement du Premier ministre est, en fin de compte, envers son consommateur, envers le consommateur indien. Maintenant, pour la Russie, cela... C'est une très mauvaise nouvelle, surtout à un moment où ils doivent faire tout leur possible avant que les sanctions n'entrent en vigueur. Et c'est pourquoi, que fait Poutine? Il ment à ses propres citoyens. Malgré l'effondrement économique et la hausse des prix alimentaires, Poutine en rejette la responsabilité sur l'Ukraine. Selon Poutine, l'économie russe est affectée par la situation en Ukraine. Écoutez cette femme russe qui dit que les prix des aliments augmentent en Russie à cause du président Zelensky. C'est vraiment comique. Comment le saurais-je? Notre gouvernement ne semble pas se soucier des retraités. J'ignore les raisons de cette négligence. La guerre, tout simplement. Tout part là-bas. Tout l'argent va à la guerre. Que devrait-on faire? Comment peut-on régler la situation? Zelensky doit être écarté. Ensuite, tout sera réglé. Et les choses vont empirer pour les citoyens russes, qui luttent déjà. Et j'espère que cela mettra de plus en plus de pression sur Poutine. Je dis cela parce que l'Union européenne vient d'adopter l'un de ses paquets de sanctions les plus sévères à ce jour. Ce paquet vise également très fortement les revenus pétroliers russes. Le prix du pétrole russe est désormais strictement limité à 47 $, le baril soit environ 15%, en dessous du prix moyen du marché au cours des 3 derniers mois. Le paquet de sanctions comprend également une interdiction des transactions liées au gazoduc Nord Stream 1 et 2, ce qui signifie que les plans de la Russie pour sauver cette infrastructure via les États-Unis sont désormais vains. Les espoirs de la Russie de bloquer l'adoption du nouveau paquet avec l'aide de la Hongrie et de la Slovaquie ne se sont pas non plus concrétisés. Ainsi, la Slovaquie a reçu une garantie de protection contre les interruptions d'approvisionnement en gaz jusqu'en 2028,
et a soutenu la décision conjointe de l'Union européenne. Dans ce contexte, l'Inde a annoncé sa volonté de remplacer le pétrole russe par du pétrole du Moyen-Orient, comme nous venons de l'entendre. Quel sera l'impact sur l'économie russe ? Les recettes budgétaires issues du pétrole et du gaz devraient entendre considérablement baisser dans les prochains mois. L'inflation va s'accélérer et le rouble va s'affaiblir. La marge de manœuvre pour contourner les sanctions se réduit. Si l'Inde se tourne vers d'autres fournisseurs, cela privera la Russie d'une part de marché qui lui est extrêmement importante. L'introduction de sanctions sur les opérations de Nord Stream ferme les potentielles failles et les manœuvres d'investissement de Moscou pour revenir sur le marché européen. Le Kremlin comprend la gravité des conséquences économiques de la poursuite de la guerre, mais ne cherche pas de solution politique. La Russie comprend que les États-Unis envisagent également la possibilité d'imposer de nouvelles sanctions, et il n'y a actuellement aucun signe que Poutine soit prêt à une désescalade et à de véritables pourparlers de paix. En fait, la situation russe est tellement mauvaise que le président russe du comité du Conseil sur le budget et les marchés financiers appelle désormais publiquement à une augmentation des impôts pour une population russe déjà en difficulté. Poutine fait cela pour combler le déficit budgétaire russe dû à la baisse des revenus pétroliers et gaziers et à la détérioration de l'économie. La bonne vieille habitude russe d'augmenter les impôts sur les pauvres, comme le faisait le tsar, Vladimir Poutine va faire la même chose. Voici la déclaration du chef du conseil du budget russe. Nous sommes alarmés par la croissance en avalanche des comptes clients, qui a plus que quadruplé au cours des 5 dernières années. Par conséquent, compte tenu des prévisions économiques plus pessimistes et de la baisse des recettes pétrolières et gazières, nous devrons désormais commencer d'urgence la consolidation budgétaire. Avant tout, nous devons mobiliser toutes les ressources disponibles pour élargir la base des recettes. Nous avons un niveau élevé d'emplois non déclarés, et la question des salaires au noir reste non résolue. Nous sommes perplexes face à notre réticence persistante à aborder les questions de privatisation, qui représentent pourtant des réserves importantes pour le renflouement du budget. En même temps, nous devons envisager de réduire les avantages fiscaux inefficaces, dont le volume ne cesse d'augmenter et représente déjà environ 1/3 des dépenses du budget fédéral. Quelle source claire d'optimisation des dépenses voyons-nous? Il serait raisonnable de reporter de quelques années l'exécution des fonds alloués aux projets nationaux réservés, puisqu'ils restent non dépensés en raison du manque de préparation de certaines activités et d'autres raisons. En même temps, nous devons garder à l'esprit tous les postes budgétaires protégés. Par exemple, nous ne pouvons pas réduire les dépenses de défense nationale, et au contraire, il est très probable que nous devrons les augmenter.